et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 10e épisode, nous avons le plaisir de recevoir deux professionnels engagés. Axel Lemaire est associée chez Roland Berger où elle dirige Terra Numerata, le réseau international des partenaires innovants du cabinet, depuis le printemps 2018. Elle était auparavant secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Karine Kraus est directrice du développement durable de Veolia depuis septembre 2020, après avoir été en charge de la filiale énergie du groupe. Un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir témoigner dans Purpose Info. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour, plaisir partagé également. Merci Clarence pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc pour démarrer l'échange, ma question rituelle, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur dans les finalités d'une entreprise? Si vous voulez commencer, Karine. Écoutez, volontiers. Je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'on entend par valeur, parce que évidemment, on a tous en tête que l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord. La question, c'est quelle est la définition de cette valeur et qu'est-ce que ça veut dire la création de valeur? Je pense qu'on est passé par plusieurs phases du capitalisme. Au début du XXe siècle, on avait un capitalisme patrimonial. C'était un entrepreneur individuel qui pouvait être vous, qui pouvait être moi, qui créait son entreprise, qui la gérait et qui en récoltait les dividendes. Donc ça, c'était la première forme de capitalisme et de création de valeur. Ensuite, on est passé au capitalisme actionnarial, celui qu'on a tous beaucoup connu, celui un peu des années 70, où la création de valeur sert surtout à rémunérer les actionnaires de l'entreprise. On considérait à l'époque que l'entreprise est là pour servir les actionnaires. Et puis, on arrive à une nouvelle phase de création de valeur où on considère que le capitalisme, quelque part, doit inclure la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas uniquement la création de valeur financière, mais aussi toute une série de créations de valeur sur d'autres sujets. Donc moi, je travaille chez Veolia, comme vous l'avez dit. Et chez Veolia, on vient de se doter d'une raison d'être en 2019. Et surtout, désormais, on conduit notre performance à travers une performance plurielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la performance financière, il n'y a pas que la création de valeur financière, il y a aussi la performance sociale, sociétale, commerciale et environnementale. Donc, c'est une performance beaucoup plus large, une création de valeur beaucoup plus large. Donc, je reviens à votre question, évidemment, l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Clairement, c'est l'objectif de l'entreprise. La question, c'est quelle valeur? Et je pense que les entreprises ne sont désormais crédibles, audibles et pérennes que si elles créent une valeur large, la valeur faite aux actionnaires, mais aussi la valeur qu'elles redistribuent à leurs salariés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, au territoire, la valeur environnementale qu'elles créent. Donc, c'est une création de valeur large. Et je pense qu'on s'y reconnaît tous dans cet objectif. Je vous remercie, Karine. Axel, si vous voulez enchaîner. Oui, c'est à mon tour. Alors, je partage complètement l'analyse développée par Karine. Peut-être à une nuance près, je ne sais pas si c'est une évolution du capitalisme ou un retour aux sources. C'est-à-dire que le capitalisme s'est financiarisé et la part de l'actionnariat financier a joué un rôle de plus en plus important. Au 19e siècle, l'entreprise, notamment telle qu'elle elle a été créée juridiquement aux États-Unis et en Europe, c'était une entité ancrée dans son territoire à laquelle on reconnaissait un rôle sociétal, notamment vis-à-vis de l'emploi. Et donc finalement, c'est peut-être une forme de retour à la notion d'origine de l'entreprise. Alors, cette valeur, elle est effectivement multiple. Même lorsqu'on adopte une entrée spécifiquement économique et financière, qu'elle soit comptable, qu'elle soit relative à la stratégie d'investissement, eh bien, la question du partage de la valeur au sein de l'entreprise se pose, mais cette valeur, elle est aussi environnementale, ça a été dit, elle est aussi de plus en plus sociale et elle est aussi de plus en plus politique, parce que l'entreprise joue un rôle politique, pas au sens politicien, mais au sens d'acteur reconnu au sein d'un écosystème large de parties prenantes qui prend des décisions qui ont des conséquences et qui donc en est redevable et en est responsable. Vous semblez partager totalement la vision de Pascal Demurger sur le sujet.
Exactement. Et si je peux me permettre pour rebondir, je suis en effet tout à fait d'accord avec Axel. À la fois, c'est une nouvelle phase du capitalisme et en même temps, c'est un retour aux sources. Ce qui me frappe, c'est la raison d'être, par exemple, qui est évidemment facultatif. Les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être. Celles qui s'en sont dotées, c'est généralement soit les entreprises détenues par l'État, parce que l'État est conscient des enjeux de long terme, soit beaucoup d'entreprises familiales, parce qu'en fait, depuis le début, elles savaient que la création de valeur, pour être pérenne, doit être globale, ou les entreprises comme Veolia, où on opère sur des temps longs. Et là aussi, on sait que quand on a une délégation de service public qui dure plusieurs années, si on veut durer, il faut s'inscrire dans un territoire. Donc, en effet, c'est à la fois quelque chose de radicalement nouveau et comme le disait Axel, c'est quelque part un retour à du bon sens. La création de valeur doit être assez large. Merci Karine. Alors Axel, quel regard portez-vous sur les articles de la loi Pacte relatifs à la raison d'être et à la société à mission? Je vais être très directe et honnête avec vous, comme j'essaie toujours de l'être. Moi, j'aurais bien aimé défendre une réforme pareille, parce que je trouve que ça va dans le sens de l'histoire et que ça a eu le mérite d'être construit avec le soutien des entreprises engagées autour de cet agenda de réforme. Donc, on pourrait considérer que c'est à minima, que ça va pas assez loin. C'est sans doute une première étape, mais c'était une étape nécessaire et la France sur ce sujet est quand même plutôt en avance de phase. Pourquoi c'est nécessaire? Non pas parce que ça inscrit dans le droit une contrainte forte, c'est parce que c'est une occasion qui est donnée pour initier un mouvement de transformation plus large et ne serait-ce que de se poser la question. Ça interpelle les dirigeants des entreprises, ça interpelle les collaborateurs, les travailleurs, les salariés qui se disent mais au fait, c'est quoi la mission de l'entreprise à laquelle j'appartiens? On a vu la quête de sens se renforcer plus encore pendant la crise. Il y a une remise en cause de ce qu'on pouvait considérer comme des acquis dogmatiques, intellectuels, sociaux qui est très forte en ce moment. Et donc, le besoin de sens au travail est plus fort que jamais. Et c'est une des réponses possibles, c'est-à-dire que de définir les valeurs communes qui font l'appartenance à une entreprise comme entité collective, c'est un élément différenciateur fort. Et donc, pourquoi je trouve que la loi Pacte, de ce point de vue, est intéressante, c'est parce que c'est une occasion pour l'ensemble des parties prenantes, bien sûr, l'entreprise au sens strict, mais aussi tout son environnement extérieur, de s'interroger sur le sens de ses activités et de s'engager un petit peu. Alors, ça suppose une modification statutaire. En soi, ça peut effrayer un petit peu, mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est pas la modification des statuts, c'est le comité de suivi et d'accompagnement qui est mis en place et qui oblige à rendre des comptes là aussi, à avoir des étapes, à s'inscrire dans un chemin d'évolution et à dire voilà où on en est aujourd'hui en termes d'impact social et environnemental, voilà où on veut en être d'ici quelques années. Et donc, on dit beaucoup que ça incite au greenwashing et au social washing. Les acteurs économiques qui jouent vraiment le jeu, je pense qu'au contraire, c'est un exercice de transparence, de sincérité et d'humilité qui oblige à reconnaître qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais qu'il y a une volonté réelle de s'engager dans ce chemin. Et c'est un changement de posture que je trouve intéressant. On n'est plus dans la pure maîtrise d'un agenda de communication corporate, on est dans l'inscription dans un agenda de transformation de long terme. Merci Axel. Justement, Karine, une étude de Roland Berger, le cabinet d'Axel, a révélé que les entreprises de l'énergie et de l'environnement émettaient 19 gigatonnes d'émissions de CO2 sur les 53 émises dans le monde. Comment faites-vous chez Veolia pour éviter le greenwashing? Alors, en effet, je rebondis sur ce que disait Axel sur l'humilité. Je pense que tous ces exercices, en effet, ont la grande vertu de nous rendre relativement humbles par rapport à ce qu'on fait, puis de s'interroger sur où sont nos vrais atouts, où sont nos vraies limites. Donc, en effet, nous, chez Veolia, si on se compare à notre comparable principal qui est Suez, on a plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'eux parce qu'on a une activité d'énergie qu'ils n'ont pas. Suez, c'est de l'eau et des déchets. Veolia, c'est l'eau, les déchets et l'énergie. Et l'énergie, en effet, est une activité qui pollue beaucoup. Donc, on en est totalement conscient chez Veolia et on a décidé de mettre en œuvre des plans d'action assez ambitieux
Donc, on a 2 plans d'action, enfin, on en a toute une série. On a des choses assez immédiates. Un exemple que je trouve très parlant, ce sont nos réseaux de chaleur dans les pays de l'Est, en République tchèque, en Pologne. On a historiquement des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des centrales à charbon. Évidemment, le charbon, c'est pas l'idéal en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces réseaux de chaleur, ça représente 3% du chiffre d'affaires de Veolia, mais ça représente 30% de gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment un rapport de 1 à 10. On s'est dit, on a 2 possibilités. C'est des réseaux qui sont extrêmement rentables. Soit on les cède. On voit beaucoup de compagnies pétrolières en ce moment qui cèdent des actifs justement pour améliorer leur score en matière d'empreinte environnementale. On s'est dit, ça ne correspond pas à notre ADN de les céder à un acteur, par exemple, non coté, qui serait ravi de les récupérer. Donc, on a essayé de les reconvertir en énergie propre. Donc, on a pris la décision en 2019. C'est un plan d'action jusqu'à 2030 et c'est 100 millions d'investissements par an pendant 11 à 12 ans. Donc, ça fait 1,2 milliard de CAPEX, qui est quand même un engagement significatif pour qu'on les garde au sein du groupe, parce que l'énergie est une activité, un pilier de nos métiers dans le groupe, mais qu'on les rende propres avec de la biomasse, de la géothermie, de l'efficacité énergétique. Donc ça, voilà, c'est un vrai plan d'action. On est conscient que l'énergie, c'est polluant. On veut rester dans le secteur de l'énergie parce que c'est une priorité stratégique, mais on fait en sorte de devenir moins polluant. Et donc ça, c'est un plan d'action qui est justement audité chaque année, comme une entreprise cotée. Chaque année, on publie l'avancement de notre plan d'action qui est audité par des acteurs indépendants. Donc ça, c'est un des plans d'action et on a toute une série dans les différentes géographies du groupe. Un autre sujet, c'est qu'on se dit, évidemment, on essaye de remédier quelque part à ce qui existe déjà, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir. Et donc, on croit beaucoup dans la carbone, pardon, j'ai toujours le terme anglais en tête, la capture, la séquestration et la transformation du carbone. Parce qu'évidemment, chez Veolia, un de nos métiers, c'est les déchets. Le déchet de demain, c'est le CO2. On a énormément d'activités qui sont émettrices de CO2. Si on va atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut qu'on émette moins de CO2. On n'y arrivera probablement pas. Donc, la solution, c'est de capturer ce CO2, déjà, pour éviter qu'il reparte dans l'atmosphère, et d'en faire quelque chose, soit de le séquestrer, soit éventuellement de le recycler, par exemple, sur des sols qui sont appauvris. Donc, voilà, ça, c'est un sujet plus de moyen terme, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ce sujet du CCUS, comme on dit en anglais, de la carbon capture. Et ça, c'est un sujet de moyen terme. On se dit que là aussi, voilà, c'est pas du greenwashing, c'est un plan d'action concret pour essayer d'améliorer notre empreinte environnementale. Mais vous avez raison, l'énergie, en effet, est assez polluante. Et donc, c'est l'exercice d'humilité d'essayer de voir comment on peut faire pour s'améliorer. Et si on parle du rôle de la puissance publique, selon vous, la réduction des externalités négatives, elle doit davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique? Axel, si vous voulez enchaîner. Moi, je reste assez fondamentalement une interventionniste, c'est-à-dire que je crois à la puissance publique pour fixer le cadre d'intervention des activités commerciales. Ça signifie concrètement de fixer des objectifs, par exemple, de réduction de l'empreinte carbone par industrie au niveau international, puis européen, puis national. Et donc, ce cadre-là, il est absolument indispensable et c'est plus que de l'incitation. On voit à quel point même les objectifs des accords de Paris de 2015 aujourd'hui ne sont pas remplis. La trajectoire dans laquelle s'inscrit la France ne sera pas respectée, alors même qu'on constate que ces objectifs sont certainement insuffisants pour répondre aux enjeux du changement climatique. Et du coup, s'il n'y a pas une contrainte imposée par la loi, je crois que le changement ne sera pas assez rapide et ne sera pas assez radical. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, on comprend bien que les entreprises, mais aussi l'ensemble des parties prenantes jouent un rôle croissant dans le fait d'atteindre ou pas les objectifs en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un moment où les entreprises réalisent que non seulement elles doivent mitiger les externalités négatives de leur action, en particulier au plan environnemental, mais elles peuvent aussi en faire une force commerciale et un élément distinctif au plan concurrentiel. Et très souvent, l'agenda du développement durable est lié à celui de l'innovation et du numérique, parce que on peut choisir de transformer un cœur de métier et de transformer les processus de production et de distribution.
Et on peut choisir aussi de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services en parallèle ou sous le radar pour aller plus vite et atteindre plus vite ces objectifs qui ont été fixés. Et donc, il y a bien sûr les entreprises qui ont ce rôle fondamental, les ONG et les associations. C'est intéressant là aussi parce qu'on passe d'un contre-pouvoir de la société civile dans laquelle j'inclus bien sûr les collectifs citoyens qui ont de plus en plus de force grâce en particulier aux outils numériques et à la possibilité de faire entendre leur voix en temps réel de manière beaucoup plus forte, impactante du fait de la multitude citoyenne. Mais les ONG et les associations, par rapport aux années 80-90, elles ont un rôle qui a évolué aussi. Il y avait un rôle d'alerte, de création d'un rapport de force, de dénonciation de certains comportements économiques, et il y avait un rôle d'acteur de terrain et d'accompagnateur de projets. Aujourd'hui, il y a un rôle de partenaire et de collaborateur, en tout cas dans un scénario idéal où les ONG et les associations apportent leur expertise et leurs exigences, définissent bien leurs attentes avec les entreprises privées. WWF le fait très régulièrement. Alors, quitte à devenir un peu schizophrène, parce qu'il faut garder l'agenda de la mobilisation activiste et il faut s'inscrire dans l'agenda économique des partenaires pour les accompagner dans le chemin dans lequel ils s'inscrivent. Mais donc, la mitigation au sens compensation des externalités négatives, elle ne peut pas se faire que par la puissance publique, que ce soit l'État, les collectivités locales, et que par la loi ou la norme écrite et la régulation. Et elle ne peut pas se faire, ne peut pas reposer que sur les entreprises, même si, bien entendu, elles ont un rôle qui reste absolument indispensable. Merci. Mais pour vous, Karine? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je vais revenir sur, en effet, Milton Friedman, qu'on a beaucoup caricaturé dans les années 70, qui disait que l'objectif de l'entreprise est de maximiser le profit. Mais quand on regarde ce qu'il écrit, il dit que c'est de maximiser le profit sous réserve de contraintes faites par l'État, de contraintes environnementales et sociales. Et donc, on a parfois un petit peu oublié que le rôle de l'entreprise est donc de maximiser la création de valeur sous contrainte. Et je suis vraiment convaincue qu'on a besoin de mettre une forme de contrainte, en tout cas d'incitation, sur l'environnement, parce que comme le dit Axel, sinon on n'y arrivera jamais, ça prendra un temps fou. Donc nous, on est vraiment convaincus. Il y a un sujet qui en ce moment émerge, qui est celui de la taxe carbone. Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais là on sent qu'il y a un vrai momentum pour la taxe carbone. Il y a des rapports d'économistes, donc il y a le rapport de Blanchard et Tirole sur la taxe carbone. Récemment, je crois que c'était mardi, il y a une alliance d'investisseurs qui représente 6 milliards d'actifs sous gestion, donc quand même l'industrie financière, qui demande eux-mêmes une taxe carbone pour orienter les comportements. On le voit au niveau de l'Union européenne, où nous, on est très, très supportifs, c'est encore le mauvais terme anglo-saxon, nous soutenons très fortement les travaux sur la taxonomie. Vous savez, donc la taxonomie, c'est le jeu de texte qu'est en train de prendre la Commission européenne pour définir ce qu'est une activité verte et ce qui ne l'est pas, et après orienter les financements. Et donc ça nous semble très utile, très pertinent d'avoir une forme d'objectivation de ce qui est vert ou pas. Donc on a besoin d'un cadre public, on a clairement besoin, parce que sinon, voilà, c'est dans toutes les règles, voilà, la loi de la concurrence est bien, mais il faut aussi des règles. Donc la taxonomie, c'est très bien. Et donc nous, évidemment, on considère que ces externalités négatives, il faut un garant qui est l'État, qui est l'Union européenne, pour essayer d'imposer un jeu de normes. Et sur la taxonomie, c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est l'Union européenne qui prend le lead, ce qui est assez rare, qu'on compare aux IFRS, qui est évidemment un jeu de normes comptables qui impacte toutes les entreprises françaises, européennes, et qui est un jeu de règles américain. Là, pour une fois, en plus, on a la chance peut-être d'être précurseur, si on arrive à se mettre d'accord sur la taxonomie, et avoir un jeu de règles européen sur les sujets environnementaux. Donc, évidemment, ces externalités négatives, il faut les prendre en compte de la manière la plus intelligente possible, parce qu'il ne faut pas faire de la réglementation pour faire de la réglementation, mais il y a évidemment un énorme appel d'air, et voilà, ce n'est pas quelque chose d'antilibéral ou quoi que ce soit, puisqu'on le voit, même les investisseurs privés demandent tous les jours ces réglementations. Donc, clairement, il y a un rôle de l'État et des puissances publiques à jouer en matière de réglementation et d'incitation comportementale sur les sujets d'environnement. Et si je peux compléter ce que Karine dit sur le rôle des investisseurs, ça fait longtemps qu'on en parle. Je crois que c'est depuis le début de la crise sanitaire que ce rôle se concrétise vraiment,
que les investisseurs, en particulier institutionnels, qui exercent une vraie pression sur les entreprises pour qu'elles verdissent leur portefeuille et leurs activités, sont de plus en plus nombreux. Ils restent minoritaires aujourd'hui, mais on est à un moment historique de bascule. S'ils deviennent majoritaires dans les années à venir, alors je crois que ça peut faire une véritable différence. Et peut-être un deuxième commentaire sur le fait que l'intervention de la puissance publique, elle se fait par l'écriture de la norme, qui peut être vécue comme une contrainte, mais elle se fait aussi par l'accompagnement par des politiques publiques dans la transition. Alors certains disent le mot transition est plus assez fort parce qu'aujourd'hui on est face à une urgence écologique. Il n'empêche que les décisions qui doivent être prises pour répondre à cette urgence, elles ont des conséquences, y compris en matière d'emploi. Tout récemment, le rapport Hulot-Berger, Fondation pour la Nature et l'Homme et CFDT, a très bien démontré l'impact du passage du tout électrique dans le secteur automobile sur l'emploi. Et donc, ça pose la question à la puissance publique de sa responsabilité dans l'accompagnement. Quand on dit que la transition écologique doit être accompagnée d'une transition sociale, c'est pas des mots, ça a une réalité qui se concrétise surtout dans les territoires en fait et dans les décisions qui doivent être prises au niveau local par des collectivités, par des entreprises implantées dans les territoires sur ok, donc si on poursuit cet objectif environnemental, quelles conséquences ça a au plan social. Donc pour ça, il faut de la formation, il faut des financements, il faut de la prospective pour dessiner les perspectives d'avenir et donc orienter la vie dans les territoires vers ces perspectives, etc. Donc, pour ça aussi, sur l'orientation de l'avenir vers un avenir plus vert, les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer. Et là aussi, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Axel. On est évidemment tout en fait en phase sur ce sujet de formation et de création d'emplois, parce qu'à la fois, la transformation écologique parfois fait peur, parce que les gens se disent, est-ce que ça veut dire moins d'emplois? Au contraire, ça va créer des emplois, mais encore faut-il avoir les capacités de former les gens, d'imaginer quels seront les emplois de demain. Et là encore, quand on parlait de greenwashing, de social washing, chez Veolia, on s'est dit qu'on avait une forme de responsabilité, on va devenir leader mondial dans les services à l'environnement, d'essayer d'accompagner cette transformation, comme le disait Axel, pour qu'elle ne soit pas uniquement technologique quelque part, mais qu'elle soit sociale, inclusive. Et donc, on va créer une école de la transformation écologique pour former tous les gens qui le souhaitent au métier de demain, parce qu'on est bien placé chez Veolia pour voir quels seront les métiers de demain sur le recyclage de batteries électriques, les déchets dangereux, la réutilisation des eaux usées. Donc, sur tous les sujets de demain, pour former les gens, soit en formation initiale, donc des jeunes qui ont envie de travailler dans ces sujets, soit des gens qui auraient perdu leur job suite au Covid, parce qu'on a quand même une crise économique, certains secteurs qui pâtissent. Et donc voilà, ça fait partie de notre responsabilité d'entreprise de se dire on est bien placé pour cet exercice de prospective, de se dire tiens, dans 10 ans, les véhicules électriques, on en aura 10 fois plus qu'aujourd'hui, on en aura 100 millions et pas 10 millions. Il y aura besoin de recycler les batteries, mais on aura besoin de gens, donc autant commencer à réfléchir dès maintenant aux formations. Donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet très important de voir comment cette transformation écologique est inclusive et crée, pas des appréhensions et des peurs, mais un accompagnement pour se dire oui, tout le monde aura sa place, il y aura des jobs demain sur ces sujets. Merci à vous deux. Question suivante, comment est-ce que vous expliquiez que les Français semblent désormais davantage faire confiance à leurs entreprises qu'à leur personnel politique dont les codes de confiance s'érodent de plus en plus? On va laisser Axel commencer sur cette question. Laissez commencer. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est-à-dire que j'ai fait de la politique, mais j'ai aussi fait plein d'autres choses. J'ai eu 1000 vies dans 1000 pays. Et le fait d'avoir eu une carrière politique m'a marquée aux yeux du public. Et donc, lorsque dans un panel, par exemple, une table ronde, il faut accuser quelqu'un ou faire porter la responsabilité d'une action à quelqu'un, ça va être pour ma pomme. Et c'est loin de moi l'idée que les responsables politiques doivent être irresponsables. Tout ce que je dis, c'est que au quotidien, je ressens cette défiance qui est exprimée très, très fortement à l'égard du personnel politique. Avec les conséquences qu'on connaît, qui sont l'abstention très forte. Quand même, 70%
d'abstention aux élections régionales. C'est très inquiétant, surtout que cette abstention, elle se décline en colère, mais elle se décline aussi en apathie démocratique et en indifférence. Donc, il y a une désillusion si forte qu'il y a un détour de la croyance en la politique comme vecteur d'organisation de la société. Et effectivement, tous les sondages le montrent, il y a un recentrage vers l'entreprise qui, alors qu'il y a encore quelques années, était considérée comme la cause des licenciements, la cause du rapport de force déséquilibré avec les salariés, la cause des délocalisations et des… Aujourd'hui, c'est une valeur refuge. L'entreprise, c'est l'endroit qui apporte la stabilité, la constance, qui fournit l'emploi, mais aussi les relations sociales, etc. Donc, ça doit être entendu. Bien sûr, surtout par les politiques, je pense, qui doivent au contraire assumer sans doute plus encore la responsabilité de leur choix. Simplement, attention à ne pas verser dans une forme de démagogie ou de populisme que moi, encore une fois, je constate au quotidien. C'est-à-dire que c'est facile de dire ces politiques tous pourris, ces politiques tous intéressés. La réalité de l'engagement politique, c'est tout de même que c'est une vraie prise de risque. C'est tout de même que c'est une forme de sacerdoce et de sacrifice, et c'est que c'est un engagement qui le plus souvent, en tout cas à l'origine, est sincère, est ancré dans une réalité du terrain, dans une connaissance du tissu local, de la vie associative, des entreprises, etc., et de ce qu'elles apportent sur le territoire. Et donc, c'est fou qu'on entende plus ce discours aujourd'hui, en fait, que moi, cette dichotomie, elle m'inquiète énormément, et je pense qu'on doit apporter des réponses constitutionnelles, donc de réforme du fonctionnement des institutions qui soient à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qui modifient la place laissée aux citoyens en temps continu dans la vie politique, qui modifient le rôle laissé aux contre-pouvoirs, à commencer par le Parlement, mais aussi les médias et la justice, et qui rééquilibre l'exercice de la gouvernance politique pour que ça soit plus à l'image de la réalité du monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ça m'attriste énormément de constater cette défiance. J'aimerais bien entendre Karine sur ce sujet, parce que moi, j'ai la double casquette. Exactement. Alors, moi, j'ai une double casquette, mais différente. Moi, j'ai évidemment pas fait de politique, mais j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique avant de rejoindre Veolia il y a 10 ans. Donc, je suis quasiment à 10 ans de public, 10 ans de privé. Et c'est un petit peu le même sentiment qu'Axel. Parfois, moi, ça me gêne ça me gêne, le terme est faible, quand on voit le fonctionnaire bashing, quand on critique l'État, le service public, le secteur public à longueur de journée, comme si voilà, les fonctionnaires étaient accusés de toute une série de préjugés et de mots, ça m'attriste. Et voilà, c'est un sujet auquel je réfléchis aussi beaucoup. Je me dis que l'action des entreprises est probablement plus palpable que l'action de l'État. Quand vous occupez d'une politique publique très large, c'est parfois compliqué même pour l'État de faire l'évaluation des politiques publiques, de savoir comment elles sont ressenties sur le territoire. Alors qu'une entreprise, quelque part, c'est plus facile. Vous délivrez un service, un produit, vous assurez la gestion en eau d'une ville A ou d'une ville B. Les gens voient bien si Veolia, ils sont contents des services, pas contents, etc. C'est plus palpable. Et je me dis, c'est peut-être là une des raisons. Moi, ce n'est pas la dichotomie entre le politique et l'entreprise, mais entre le public et l'entreprise. Alors que pourtant, les gens partagent plein de choses. Moi, je viens de Bercy, j'ai passé 10 ans à Bercy, qui est une administration exceptionnelle. Il y a énormément de gens motivés, qui changent vraiment la vie au quotidien, qui ont justement chevillé à cœur ces valeurs, cette envie d'aider leur prochain. Moi, je suis allée chez Veolia parce que c'est une entreprise qui a du sens. Ça me permettait de prolonger une forme d'engagement. Et voilà, je trouve ça dommage, en effet, d'opposer ces deux mondes alors qu'ils sont complémentaires. On ne demande pas la même chose à une entreprise et à l'État. Et voilà, c'est un petit peu dommage parfois quelque part de caricaturer l'opposition entre les deux, alors qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer main dans la main. Et pour revenir à notre sujet de départ, qui est la transformation écologique, Axel parlait tout à l'heure des plans de relance. Le plan de relance français qui fait 100 milliards, il y a quand même un tiers, c'est-à-dire 35 milliards sur l'écologie.
Donc, c'est énorme et on voit qu'on a besoin de partenariats public-privé. Voilà, donc c'est là où je trouve en effet dommage d'opposer parfois les deux mondes qui en fait n'ont pas tant de différence que ça in fine. Oui, et c'est vrai que finalement, le politique, ça devrait être le domaine du commun et le domaine du collectif. Par rapport à l'entreprise, on a vu pendant la crise à quel point les personnes engagées dans la continuité des services publics et des services sociaux de manière générale jouaient un rôle absolument crucial, souvent avec une reconnaissance sociale et financière pas à la hauteur de l'importance de ce rôle. J'entendais que à New York aujourd'hui, les soignants, les urgentistes, les infirmiers défilent dans la rue pour être acclamés comme des héros. C'est bien qu'ils soient reconnus comme tels, mais ça serait bien aussi que leur statut dans la société suive cette reconnaissance. Mais donc là aussi, il y a un paradoxe entre la lucidité sur ce rôle indispensable des services publics, de la sphère publique et donc des responsables politiques qui les administrent et qui les dirigent et qui donnent les orientations, et puis cette très très forte défiance. Donc il y a un besoin de réunir les mondes qui est très fort en ce moment. Oui, ça j'en suis convaincue aussi et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve les moyens d'avancer ensemble et la transformation écologique, on est un bon exemple parce qu'on voit bien qu'il y a des solutions chez les entreprises, mais elles ne seront acceptées par les citoyens, ceux qui les utilisent, que s'il y a une forme de consensus qui va au-delà de l'entreprise. Donc on a vraiment besoin de marcher main dans la main et ça pourrait être un des sujets sur lesquels, en effet, on arrive à mieux travailler ensemble entre le public et le privé. Autre question, de l'extérieur, comment peut-on distinguer un vrai travail en profondeur sur la culture d'entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail cosmétique? Axel, si vous voulez commencer. Déjà, je pense qu'il faut scruter d'assez près les objectifs qui ont été fixés et qui doivent être autant qualitatifs que quantitatifs. Parce que l'entreprise qui suit une logique financière et comptable, elle va se mettre en mouvement si elle a des objectifs quanti qui permettent de passer des étapes. Et en tout cas, moi, dans mon rôle chez Roland Berger, lorsque j'interviens sur des stratégies de développement durable, je réalise à quel point il est important de fixer des objectifs quantitatifs, que ce soit sur le E, l'environnement, le S, le social, ou le G, la gouvernance. Ensuite, il vaut mieux moins communiquer et faire plus, et communiquer lorsque on est mûr et on a vraiment des choses qui ont été mises en œuvre à présenter. C'est comme dans la politique, vous voyez, je pense qu'il vaut, plutôt que de faire des effets de manche et des effets d'annonce, il vaut mieux d'abord agir et ensuite être redevable. Et puis consacrer beaucoup d'importance au retour des collaborateurs en interne. Pourquoi? Parce qu'ils sont clés dans la réussite des transformations qui sont engagées, et que s'ils ne sont pas impliqués à chaque étape, eh bien, il y a un risque de vivre une dichotomie entre les annonces qui sont faites par la direction, par le siège, et la réalité du travail sur le terrain, qui est très dommageable. Donc, en fait, il faut à tout prix être en cohérence constante. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de dirigeants de grandes entreprises disent « j'ai jamais autant communiqué en interne et en direct avec les collaborateurs de la société ». Par des visios, par des ateliers, y compris des petits groupes de travail. Donc ça a eu un mérite, c'est que le dialogue s'est pas fait à sens unique, et il faut rester sur cette dynamique collaborative pour engager l'ensemble du corps social de l'entreprise dans la poursuite des objectifs de développement durable. De toute façon, quand ça marche pas parce que le corps social n'a pas suivi. Et si le corps social n'a pas suivi, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et donc, d'expliquer en permanence
bien sûr de se donner les moyens, de choisir les bons outils, y compris les bons outils de reporting et de suivi technique, de mettre des incentives financiers, parce que l'air de rien, c'est aussi un moyen de prioriser certains sujets et donc de dire la rémunération, pas uniquement du top CEO, hein, la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entreprise va dépendre pour partie, en tout cas pour la part variable, de l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça sont des objectifs ambitieux, mais on voit bien à quel point ils reposent sur la masse des collaborateurs. Karine? Oui, moi je suis d'accord avec Axel. Il y a une phrase que j'aime bien, on parle beaucoup des entreprises à mission, qui est société à mission ne veut pas dire mission accomplie. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas se limiter quelque part à l'affichage, il faut voir ce qu'il y a derrière. Nous, chez Veolia, ce qu'on aime bien, ça ressemble à ce que disait Axel, c'est une stratégie. Parce que si on veut embarquer le corps social dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une stratégie claire, que ça fasse partie quelque part des non négociables. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en avant des non négociables et il faut que ça vienne du top, du CEO, que c'est non négociable, qu'on va se tourner vers davantage de performance plurielle, de développement durable. Donc, il faut une stratégie, une forme de boussole, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est inscrit dans les statuts, pas dans les statuts, dans la raison d'être, mais il faut vraiment qu'il y ait un engagement pour que les salariés se disent, ah bah tiens, le chef, le CEO a vraiment envie d'y aller. Après, il faut des plans d'action concrets. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure des réseaux de chaleur chez Veolia. On a toute une série de plans d'action. Et surtout, nous, on insiste sur le monitoring. Il faut que ces plans d'action soient avec des objectifs année après année et qu'on voit s'ils avancent ou pas. Il faut qu'ils soient audités par des gens extérieurs, parce que c'est trop facile d'être jugé parti. Donc, il faut qu'on publie des objectifs, des indicateurs, qui soient audités par des gens extérieurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Axel, et je pense qu'on est une des premières entreprises à le faire. Il faut que c'est des conséquences pour les gens. Et la première conséquence dans le privé, c'est généralement son bonus. Donc, chez Veolia, c'est la première année où, pour un certain nombre de cadres dirigeants, donc pour l'instant, on est sur les 500 premiers dirigeants du groupe, on va avoir un bonus qui n'est plus sur des critères financiers, c'est-à-dire chiffre d'affaires, EBITDA, free cash flow, mais sur les indicateurs de performance plurielle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 18 indicateurs sur nos 5 axes. Par exemple, en matière d'environnement, c'est la biodiversité, l'émission de gaz à effet de serre. Sur les sujets sociaux, c'est la formation professionnelle, le taux de mixité. On a l'empreinte territoriale. Donc, désormais, on va avoir des bonus qui sont fixés en fonction de ces indicateurs. Et ça, c'est une vraie révolution, j'allais dire, copernicienne, parce que, voilà, pour avoir été pendant 5 ans en BU à diriger une BU, pour le bonus, en effet, on regarde très bien ces indicateurs, on les connaît mois par mois pour voir un peu quel bonus on aura à la fin de l'année. Et de mettre une performance plurielle, ça change véritablement tous les comportements. Et puis après, ça influe dans les organisations. Donc, je pense qu'en effet, c'est à ça qu'on voit si une organisation est crédible ou pas sur ses engagements. Il faut que ça soit audité par l'extérieur, clairement, parce que ça, c'est vraiment un sujet important, d'où l'importance aussi des agences de notation extra-financières, de tous ces tiers, par exemple, sur les achats responsables, il y a la certification EcoVadis, donc de tous ces gens extérieurs qui jugent la réalité, et puis après, d'en tirer des conséquences pour les salariés, parce que sinon, c'est trop facile, on se dit, c'est un discours du PDG, il faut que les gens voient des conséquences sonnantes et trébuchantes au quotidien. Oui. J'insiste sur l'importance de la transparence des informations qui sont émises. Alors, si possible, standardisées. Et donc, moi qui ai beaucoup poussé l'open data, l'ouverture des données publiques en France, je pense que l'étape d'après, ça devrait être l'ouverture pour partie des données relatives au développement durable des entreprises, ne serait-ce que pour dans la veine des travaux sur la taxonomie menés par la Commission européenne, mais pour s'assurer qu'il y a un langage commun qui permette de véritables comparaisons entre les acteurs, en particulier industriels, mais aussi que ça soit encore plus engageant pour les entreprises elles-mêmes. Et donc, sur ces indicateurs de performance, moi, j'ai vu, par exemple, lorsque dans le bonus, il y a le taux de recrutement des femmes, mais d'une année à l'autre, ça change tout. Et donc, l'argument selon lequel il n'y en avait pas assez sur le marché du travail, on ne les trouvait pas, elles n'étaient pas compétentes à niveau égal, etc., pouf, évaporé. Donc en fait, objectiver les discriminations, objectiver les objectifs de réduction de l'empreinte carbone, etc., et les lier aux objectifs de performance, c'est indispensable.
Exactement. Et c'est là où je pense qu'en effet, les agences de notation extra-financière nous font un grand bien aussi, parce que toutes les entreprises cotées ont envie d'avoir une bonne notation ESG, ce qui se comprend. Et c'est vrai qu'elles nous demandent toute une série de choses. Je pensais de manière incidente, par exemple, si on veut marquer des points en termes de notation extra-financière, il faut publier ses prises de position en termes de lobbying, tout ce qu'on propose auprès de Bruxelles, etc., ce qui est plutôt sain. Et en effet, ça amène à une plus grande transparence. Les entreprises maintenant publient leur position paper, etc. Donc cette transparence, je trouve, est vraiment saine et vient en effet souvent de cette notation et de ce regard extérieur. Donc c'est le regard extérieur qui apporte de la transparence et qui fait que le système devient de plus en plus vertueux. Même si je suis un peu critique vis-à-vis des agences de notation extra-financière parce que je trouve qu'il y a trop d'opacité justement et que finalement ce sont elles qui décident de la priorisation des critères et que ça varie de l'une à l'autre. Ce qui fait que les équipes de développement durable se retrouvent à devoir répondre à des demandes et à sortir des chiffres avec un risque de perte de sens, avec un risque de fragmentation de l'information. Et c'est aussi pour ça que j'appelle à un peu plus de transparence et d'harmonisation des critères de l'ESG parce que sinon ça devient business en soi et on perd de vue l'objectif d'intérêt général. Moi, de l'harmonisation, ça ne me choque pas. Ça fait plus de travail pour les équipes développement durable parce qu'en effet, ils ont des questionnaires assez différents auxquels il faut qu'ils répondent. Donc, il y a un moment, c'est une forme de masse de reporting. Mais ça me semble sain qu'ils aient tous des tropismes un peu différents, que certains axent plus sur certains sujets que d'autres. Quelque part, ça permet d'avoir cette vision un peu large des différents critères de performance, nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est important ou pas. Donc voilà, ça fait plus de charge de travail, ça clairement, et en interne, ça râle. Mais je trouve ça assez sain aussi qu'ils aient des méthodologies d'évaluation un peu différentes les uns des autres. Mais voilà, c'est en effet. C'est à ses avantages et ses limites. Et juste pour conclure sur ce sujet, quid des labels? Est-ce que vous avez un avis particulier sur B Corp, Positive Workplace, label Lucie? Alors oui, dans la mesure où on voit que les labels, on le vend en poupe et B Corp qui existe depuis longtemps aux États-Unis est arrivé en France il y a quelques années et rencontre de plus en plus de succès. Ce que j'aime bien dans ce label, c'est le fait c'est ce que j'expliquais, on s'inscrit dans un chemin de progrès. Donc, on accumule des points au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, c'est un modèle privé et puis c'est un modèle importé. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait un B Corp européen. Et c'est quelque chose que j'avais essayé de pousser d'ailleurs lorsque j'étais membre du gouvernement français, mais à Bruxelles, c'est-à-dire que essayer de trouver un statut d'entreprise au niveau européen qui puisse correspondre enfin vraiment d'un point de vue démocratique quasiment à une retranscription des valeurs européennes. Une fois qu'on a dit ça, un label c'est mieux que rien. Il y en a énormément et donc attention aussi à ne pas s'y perdre et attention à continuer à reconnaître les labels issus de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire à leur juste valeur. Parce qu'en fait, par exemple, le label ESUS, il est très engageant pour une coopérative ou pour une mutuelle. Il suppose un partage de la valeur, des modes de gouvernance, des structures de business model qui sont quand même pas anodins. Et il y a un risque que finalement tout ça soit un peu mixé avec d'autres labels beaucoup moins engageants et qu'au final, les externes et en particulier les investisseurs fassent plus trop la différence. C'était un des enjeux pour l'ESS au moment de la loi Pacte qui disait mais et nous alors, ça fait 150 ans qu'on s'engage dans des modèles vertueux, notamment les coopératives et à un prix parce que c'est un niveau d'exigence qui est très réel. Et donc, est-ce certes, on élargit, on démocratise, on ouvre l'accès à cette vertu, entre guillemets, mais à quel prix? Donc, je pense qu'il faut être conscient de ces débats qui existent autour de la valeur réelle des labels et pour autant, ce sont des marqueurs. Et je pense que surtout quand ils sont
par secteur et qui sont très pointus, qui correspondent à une réalité en particulier industrielle, ils jouent un rôle important, mais pas exclusif du tout. Exactement, moi je suis d'accord avec Axel, il faut bien les utiliser sur certains points. Nous, par exemple, c'est utile sur les achats. Il y a vraiment beaucoup de volume et de masse où on aurait du mal à serrer chez Veolia, parfois dans nos achats, qui est responsable ou pas responsable. On fait 27 milliards de chiffre d'affaires, on a 10 milliards d'achats, parce qu'évidemment, on est très consommateur de pompes à chaleur, de tuyaux, de canalisation. C'est utile d'avoir des labels, ça nous aide à orienter nos achats vers les gens qui sont labellisés, avec évidemment, il y a toujours des biais dans les labels, etc. Mais c'est quand même, c'est ce que disait Axel, c'est mieux que rien. Donc, je pense qu'il faut utiliser les labels à bon escient. Il faut avoir conscience de la manière dont ils sont construits, de la manière dont on peut les utiliser sur certaines chaînes de valeur, certains process de production. Pas forcément sur tout, mais voilà, les utiliser à bon escient. Et je pense qu'en effet, c'est mieux que rien. Tout ce qui est en matière de transformation écologique, c'est quand même une politique des petits pas, malgré tout, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de choses que ça. Et donc, les labels, c'est une manière aussi de commencer un petit peu à voir quelles sont les meilleures pratiques. Donc, c'est utile, mais à condition de, voilà, de bien les comprendre face au foisonnement de labels, de bien savoir pour chaque label ce qu'il représente, quels sont ses éventuels biais et comment on peut l'utiliser de manière intelligente au sein d'une entreprise. Suffisant. Moi, j'ai des souvenirs au moment de la préparation de la loi pour une république numérique. Si j'avais écouté certains de mes interlocuteurs, j'aurais fait que des labels, hein. Et notamment sur la régulation des grandes plateformes technologiques, pour la protection des consommateurs, mais aussi pour créer un environnement concurrentiel qui soit véritablement ouvert et qui permet une égalité de terrain de jeu entre les acteurs. Parfois, il faut quand même des règles claires et contraignantes. Donc, le label, c'est un outil parmi un ensemble de dispositifs à actionner dans une politique générale de développement durable, mais il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance. On va être très clair, en effet. Certains auteurs, comme Frédéric Laloux, comme Isaac Guep, invitent les organisations à se réinventer, à libérer les collaborateurs et éventuellement même à ce que les entreprises deviennent altruistes. Qu'est-ce que vous inspire cette idée, Axel? Non, moi, j'ai bien envie d'écouter Karine en premier cette fois sur ce sujet, parce que j'aimerais savoir concrètement ce qui est mis en œuvre chez Veolia dans les modes d'organisation interne et de gouvernance. Moi, sur l'entreprise libérée ou délibérée, il y a beaucoup d'ouvrages de sociologues. À titre personnel, je ne suis pas forcément toujours convaincue parce que malgré tout, dans toute organisation, il y a quand même besoin d'avoir une hiérarchie, il y a besoin d'avoir des modes d'organisation, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui décide. À la fin, c'est quand même comme ça que se construit l'efficacité de la décision, qu'elle soit publique ou privée. En revanche, ce n'est pas exactement la même chose, mais je pense que cette entreprise délibérée, c'est surtout le besoin d'avoir du sens au travail. Et ça, on travaille beaucoup chez Volia à comment on donne du sens, comment les gens sont heureux de venir travailler le matin, comment on fait en sorte que les gens, et c'est pas forcément le rapport avec sa hiérarchie, parce qu'on est tous conscients qu'à la fin, in fine, même un entrepreneur a toujours un réseau de contraintes avec ses financeurs, ses actionnaires. On a tous un réseau de contraintes, un réseau de gens à qui on doit reporter. En revanche, c'est comment on donne du sens. Et donc, nous, on se mobilise sur ce qu'on appelle maintenant le nouveau sujet un peu à la mode, le corporate citizenship. Comment on fait pour créer une citoyenneté d'entreprise? Comment on fait pour donner des latitudes aux salariés, pour faire par exemple du mentoring sur leur temps de travail, des choses comme ça? Donc, nous, avec mes équipes, on y travaille, parce que Veolia, on est installé à Aubervilliers. On est donc un siège social du CAC 40 installé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et on se dit comment on peut s'intégrer davantage dans notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir aux salariés. Donc, nous, on travaille plutôt, parce que l'entreprise délibérée, c'est un chantier de vaste ampleur. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'entreprises qui l'aient mise en place. Donc, évidemment, il y a tous les sujets de télétravail, de flex office, de travail plus flexible, mais aussi, surtout, de donner du sens. Et nous, on le voit chez Veolia, on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent parce que nos métiers ont du sens. Et donc, on essaie de capitaliser là-dessus pour que les gens soient heureux au travail. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement le même sujet, mais c'est quand même assez connexe. C'est comment on donne du sens. Et je pense que voilà, la capacité de faire des choses un tout petit peu en dehors des frontières de l'entreprise sur son temps de travail y participe. Voilà. Et ça, c'est un mouvement de fond qu'on voit naître. On est beaucoup de grandes entreprises à réfléchir sur comment donner de l'attitude aux salariés voilà, pour conduire sur un temps restreint de travail des choses qui leur tiennent à cœur et qui sont utiles à la société. Plus que le sens, là, c'était le sujet de la confiance. C'est sans doute ça qui manque à beaucoup de gens. Axel?
On y est passé assez vite, mais on a vu ça au premier confinement chez Veolia. On est passé de très peu de salariés en télétravail à quasiment l'intégralité des gens, sauf ceux qui évidemment sont sur le terrain. Et ça s'est très bien passé. Donc ces sujets de confiance me semblent un petit peu datés, le terme serait fort, mais je pense qu'avec le télétravail, on a tous vu que c'est tout à fait possible, à condition qu'on ait les outils technologiques. Et ce sujet de confiance, nous, quand on fait des enquêtes d'engagement en interne, c'est pas forcément le sujet de la confiance que nous reprochent les gens, enfin reprochent, ou ils en veulent plus, c'est plutôt le sujet de, voilà, comment s'épanouir au travail, qui revient un petit peu au même sujet. Donc s'épanouir, ça peut passer par l'articulation vie privée, vie professionnelle, par le travail, le télétravail, mais ça peut aussi passer par voilà, le sens de son engagement au quotidien, l'utilité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on en revient sur la raison d'être. Nous, chez Veolia, on attire beaucoup de jeunes qui viennent parce que ça a du sens de faire de l'accès aux services essentiels, de l'accès à l'eau. Ça a du sens d'économiser de l'énergie. Donc voilà, nous, on capitalise plutôt sur comment on donne du sens à notre travail. Et ça, je pense que c'est bien pour attirer, en particulier les jeunes talents, mais pour les garder, il faut qu'ils aient le sentiment de jouer un rôle décisif dans l'entreprise. Et aujourd'hui, chaque collaborateur arrive comme un individu avec des aspirations qu'il faut aussi pouvoir entendre en continu, je crois. Donc, je suis peut-être un peu plus radicale et un peu moins conformiste sur ce sujet, dans la mesure où j'ai vu en particulier au sein de l'administration centrale, hein, à quel point il y avait encore une verticalité hiérarchique et des processus de décision qui avaient le mérite d'une certaine efficacité et encore, mais en revanche, qui pouvaient créer beaucoup de démotivation, en particulier de la part des plus jeunes recrues, hein, et surtout qui pouvaient fermer au potentiel de l'intelligence collective. Et on dit souvent que les politiques sont déconnectées, mais on pourrait le dire d'une certaine partie des dirigeants économiques. Et donc, en fait, de s'appuyer sur l'intelligence des collaborateurs qui, mieux que quiconque, maîtrisent la réalité économique et sociale de l'entreprise dans laquelle ils évoluent, je trouve que c'est indispensable. Lorsque je suis arrivée chez Roland Berger, j'étais étonnée de voir que les feuilles de route stratégiques des entreprises, elles étaient encore majoritairement définies par des entretiens avec le top management, par des études de marché, des enquêtes d'opinion, et puis basta. Et en fait, comment vouloir engager une nouvelle stratégie sur un horizon de 5 à 10 ans qui aura un impact très transformateur dans le quotidien des salariés s'ils ne sont pas impliqués dans la définition des objectifs stratégiques. Donc, en fait, moi, je crois beaucoup à l'utilisation des outils numériques comme enabler, hein, comme activateur d'expression collective, pas comme une fin en soi. Mais ce que j'avais fait au gouvernement sur la loi pour une république numérique, qui était la coécriture citoyenne de la loi au moyen d'une plateforme en ligne et qui a permis de révéler les nœuds polémiques, qui a permis d'enrichir le texte. Il y a eu 90 amendements, 5 nouveaux articles et qui a permis d'élever la qualité du débat parlementaire du fait de la confiance créée grâce à la transparence du processus. Ça, je pense que ça peut tout à fait être importé dans le secteur privé, en fait, pour modifier la gouvernance de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai, alors c'est vrai pour les modes de décision et pour les modes de management qui ont été très bouleversés pendant la crise avec le télétravail, lorsque les salariés étaient concernés. Mais c'est aussi vrai pour le lien capitalistique avec l'entreprise. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui les jeunes vont quitter une grande entreprise pour aller dans une start-up? Pour la culture d'entreprise, pour l'autonomie réelle ou imaginée dont ils pourront bénéficier dans la responsabilisation et la prise de décision, mais aussi parce qu'ils seront directement associés aux résultats économiques de l'entreprise. Et donc, l'idée de l'actionnariat salarié, alors c'est le serpent de mer, des dispositifs existent déjà, mais pas du tout à la hauteur de la réalité de ce qui est attendu de l'implication des collaborateurs. Donc, si on veut vraiment s'éloigner d'un modèle de capitalisme financier qui dicte les objectifs en fonction de la valeur de l'action, il faut que cette valeur elle soit beaucoup plus largement partagée et là encore partagée par l'ensemble du corps social de l'entreprise. Donc, je pense que si c'est ce que ça veut dire, l'entreprise libérée,
ça doit passer par là. La notion elle-même, je la trouve un peu étrange et un peu marketeuse. En revanche, l'ouvrage d'Isaac Gens, il est enthousiasmant, c'est-à-dire que c'est une démarche scientifique et d'observation de cas d'usage et d'enquête de terrain au sein des organisations qui démontre plutôt que c'est possible de mettre en place des modes de gouvernance alternatifs. C'est beaucoup plus facile dans des petites structures que dans des très grandes entreprises, ça c'est certain. Je vois des startups qui se lancent là-dedans, ça marche très très bien, jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil de croissance du nombre de collaborateurs. Et quand elles sont à 20, 30, à 40, à 50, continuer à faire évoluer en permanence les modes de gouvernance en fonction de la taille, c'est un vrai défi qui n'est pas du tout facile à appréhender. Mais pour autant, je trouve que c'est dans l'ESG, le G, c'est le terrain qui est le moins exploré jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce G de gouvernance selon des termes assez classiques qui est le nombre d'administrateurs indépendants, c'est beaucoup du droit des sociétés finalement, et donc une approche très corporate. Et on ne s'appuie pas assez sur la force de l'intelligence collective qui, en plus, est décuplée grâce aux outils numériques. Donc, si c'est ça, l'entreprise libérée, moi, ça me plaît bien et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer de ce point de vue-là. Après, je me méfie toujours un petit peu de notions qui ont un petit potentiel de bullshit. Donc, pour moi, c'est une notion qui fait partie de cette catégorie potentiellement. Exactement. Alors moi, pour compléter ma réponse, je suis allée un peu biquer en tête sur l'entreprise libérée avec ses préjugés. J'avais lu un livre d'un sociologue dont j'ai oublié le nom sur l'entreprise libérée, où en effet, il aurait dû ne plus avoir aucun pouvoir hiérarchique, plus de relations hiérarchiques, tout le monde donne son avis, c'est une forme de décision collective. C'est là où je me dis ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense qu'il y a toujours besoin d'avoir un chef à la fin. J'avais lu un livre aussi d'un patron de hedge fund qui s'appelle Ray Diallo, qui est un hedge fund assez connu aux États-Unis, qui explique qu'il est pour une transparence absolue, c'est-à-dire que tous les salariés ont accès à sa boîte mail et peuvent voir s'il ment ou pas un client, ce qu'il écrit, etc. Tout est transparent, les minutes du conseil. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas pousser à l'extrême non plus dans la transparence, de tout le monde a accès à la messagerie du PDG, il n'y a plus de personnes qui décident, etc. Donc moi, j'étais partie un peu de cette vision de l'entreprise libérée, où je ne suis pas sûre que ce soit forcément les attentes des gens. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Axel sur le collaboratif, et ça, nous, on en fait énormément, et en effet, ça marche très bien. Sur les grands appels d'offres auxquels on répond, par exemple, on fait des ateliers qui s'appellent Boost My Tender, donc ça veut dire améliore mon offre, et on réunit des gens du monde entier qui ont un tropisme pour le sujet, qui le connaissent un peu, qui ont quelque chose à dire, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur un plan commercial, qui fait plaisir aux équipes. Il y a des gens avant le Covid qui venaient du monde entier pour répondre à Veolia répond à un réseau de froid de la ville de Paris. Donc, un réseau de froid, c'est quelque chose d'assez atypique, d'assez technique. On a des compétences dans le monde entier. Donc, il y a des spécialistes du froid qui viennent, qui nous donnent leur avis. Il y a des jeunes qui viennent pour nous donner leur avis en termes d'acceptation, acceptabilité de notre offre. Donc, ça, on fait beaucoup de choses collaboratives et ça, j'en suis convaincue. Mais pour moi, c'était un peu un prérequis. En effet, l'intelligence est collective et qu'on a besoin de faire des choses collectives si on veut avancer. Alors, moi, j'étais plutôt dans le stade ultime de l'entreprise libérée ou alors l'entreprise délibérée. C'était le livre que j'avais lu. C'était un petit peu extrême pour moi. Mais il y a vraiment des expérimentations très intéressantes issues du monde politique ou de mouvements civiques ou citoyens. Alors, Occupy Wall Street, par exemple, qui a été très caricaturé en France, ça a été un laboratoire sociologique ultra intéressant sur la manière de faire consensus, c'est-à-dire de faire émerger des décisions majoritaires au sein d'un groupe qui exprime la capacité à exprimer une opinion est absolument clé comme première étape pour parvenir ensuite à la prise d'une décision collective et ça passe par du respect, par des manifestations d'altruisme qui sont des valeurs dont on parle beaucoup mais qu'on voit pas forcément tous les jours au sein de l'entreprise et donc moi je pense il y a beaucoup plus à explorer de ce point de vue et que ça correspond à une aspiration de plus en plus forte, en particulier des plus jeunes, et ça va être un sujet de plus en plus pour les entreprises parce qu'avec les nouvelles formes de travail,
avec la possibilité de télétravailler d'un peu partout, avec l'aspiration à être plus libre et plus indépendant, et donc pourquoi pas à se mettre à son compte, avec cette notion d'entreprise plateforme qui devient un agrégateur de solutions, de produits, de services, mais aussi de talents. Ben, ce qui peut lier encore avec les collaborateurs, c'est qu'ils aient leur mot à dire véritablement. Et donc, je pense que ça va dans le sens de l'histoire et qu'on n'aura pas le choix de s'interroger sur des modes de gouvernance beaucoup plus partagés. Et qui dit partagé dit transparence. Hein. Et moi, je pense que la transparence est une source d'efficience en réalité et d'optimisation, y compris dans des décisions très opérationnelles, hein, de gestion de stock, oui, d'optimisation des stocks, etc. On le voit quand on intègre des outils qui permettent un suivi de la chaîne décisionnelle. Tout d'un coup, il y a plus de rationalité. Voilà, donc je suis pas une technophile à tout prix, mais je pense que la technologie a le mérite d'apporter la transparence dans les décisions et que finalement, ça lisse les sources de désaccords qui peuvent être contre-productifs. Donc voilà, toute cette dimension de psychologie managériale collective, je pense qu'elle aurait intérêt à être beaucoup plus explorée, en particulier par les grandes entreprises. C'est vrai, c'est vrai. Il y a déjà quelques outils qui existent. Nous, on a des Critical Friends, donc des amis critiques du groupe. C'est un groupe de personnalités qualifiées, bénévoles, voilà, qui se réunissent quelques fois par an pour donner leur avis sur notre stratégie. Donc, elles sont réunies par le PDG qui leur présente des choses généralement un peu complexes, par exemple le projet de rapprochement avec Suez ou différents sujets, pour leur demander leur avis de manière très constructive mais critique. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique. On a assez peu d'entreprises différentes à l'avoir fait, mais qui permet d'avoir un rapport non biaisé, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas, voilà, qui n'ont aucun rapport d'affaires avec Veolia, mais qui sont juste là en se disant, bah, tiens, je vais essayer de leur aider par ma perception, mon passé, mon expérience, de leur apporter un regard nouveau. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique, mais je suis d'accord, on peut continuer. La gouvernance, il y a encore beaucoup de choses à faire pour continuer à associer les salariés. Les Young Leaders Comex aussi sont des initiatives intéressantes. Donc nous, on en a mis en place chez Roland Berger, et donc chaque grade de consultant est représenté. Ils ont été élus par un binôme homme-femme, et donc on a un COMEX composé de 10 consultants qui challenge les décisions du management en fait sur une base mensuelle, et qui s'inscrit aussi dans un agenda d'action. C'est-à-dire que derrière les discussions qui émanent de ce Young Leaders Comex doivent faire l'objet de décisions suivies d'action. Mesdames, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment de vous être prêtées au jeu, au débat de Purpose Info. Je crois qu'il y a eu énormément d'idées échangées, beaucoup de témoignages. Donc, je suis ravi. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs et spectateurs pour le prochain débat qui sera le 1er septembre entre Emri Jakia et Shargan Azihari. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci Clarence. Merci Clarence, merci Karine. Excellent, c'était très intéressant. Merci à vous. Ouais,